Ouais, allez, bon, allez, bah écoutez, il est 50, on va pouvoir démarrer un petit peu tout ça. Hop là, on va remettre le partage qui va bien. Voilà le beau diaporama qu'on a fait avec amour, bien entendu, pour vous. Donc voilà. Allez, c'est parti? Allez, go! Allez hop, bon, petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais bon, Exact. je pense que vous êtes pas nombreux, j'espère. Donc Rémi, tu es Allez, l'invité, oh, tu donnes à toi de l'honneur jouer. à mon age avancé, c'est ça? Bah, écoute, moi, je suis J'osais Rémi pas le dire. Bovy, on va dire, je suis, allez, cloud architecte, Azure depuis déjà quelques années. Je suis MVP depuis 2014, historiquement plutôt sur la partie data center on-prem. Bah oui, un peu comme tout le monde, donc sur la partie Game System Center. Et dès que le virage du cloud est arrivé, j'ai embrayé, voilà, et donc du coup, c'est mon quotidien. C'est ce que je fais tous les jours, de l'Azure, de l'hybridation, et très heureux de partager cette session avec toi, Nico. Eh beh, c'est partagé, très gentil et c'est partagé également. Donc moi, écoutez, Vaccaro Nicolas, je fais de l'Azure, en fait, grâce à Rémi, pour la petite anecdote. Tout a commencé avec lui, donc du coup, voilà, ça fait depuis maintenant, ça va faire 5 ans maintenant, 4-5 ans. En suivant un petit peu le parcours de Rémi, hein, MVP, depuis 2023 maintenant. Donc voilà, donc sur la partie Azure, moi je suis plus orienté du coup, donc le terme exact de Microsoft, c'est cloud native et hybridation. Donc voilà, moi je suis sur cette partie-là, et plus en détail, donc voilà, je bosse quotidiennement sur du Azure depuis maintenant 4-5 ans. C'est de l'hybridation, c'est de la gouvernance, c'est de la sécurité, c'est voilà, tout ce qui est possible dans Azure, sauf la partie DevOps. Mais ça encore, c'est tout un débat. Pareil, et moi, j'enlèverai la partie data aussi, sur laquelle je ne suis pas efficient à 1000%. Ah, bien vu, bien vu. Et l'intelligence artificielle du coup? Eh oui, eh oui. Ouais, ouais, des vrais sujets. Des vrais, vrais sujets. Bon, on va rentrer un petit peu plus en vif du sujet. Donc, multi-cloud et hybride avec Azure Arc. Donc, voilà. Est-ce que, avant d'aller un peu plus loin, bon, j'ai fait le. Je suis allé un peu trop vite, mais est-ce qu'il y en a du coup dans le chat qui connaissent un petit peu Azure Arc ou pas du tout? Hop, j'enlève le spoil. Trop tard. Ils Ouais, l'ont ouais, je vu. sais. Ah, je pense qu'ils l'ont vu, effectivement. Bon, allez, sans trop attendre. Rémi, est-ce que tu veux y aller? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc Azure Arc, À ton alors honneur. dans son nom, il y a Azure, d'accord? Donc c'est un service Azure, effectivement. Ça avait été annoncé à l'Ignite 2019, donc ça remonte un petit peu déjà, d'accord? Par contre, ça a mis un petit peu de temps à passer en GA. GA, c'est, on va dire, la disponibilité générale du service, c'est-à-dire, voilà, qu'il soit utilisable en production. C'était en décembre 2022, donc là, c'est relativement récent. Néanmoins, on commence à avoir 2 ans de recul sur le sujet. Bien sûr. Heu, un produit qui a 2 ans, chez Microsoft, c'est un produit qui a mûri et qui a pris de voilà, qui a pris un peu plus. Vulgairement, on dit que c'est une solution de gestion hybride de Microsoft. Juste à garder en tête, Azure et l'ensemble des services d'Azure sont souvent pensés pour l'hybridation. Néanmoins, dans un souci entre guillemets, de cohérence, un peu comme a fait Microsoft sur des gammes Defender pour la sécurité, Arc va englober toutes ces fonctionnalités-là, un petit peu d'hybridation. Voilà. Donc effectivement, ça étend les capacités d'Azure aux ressources non hébergées sur Azure. Volontairement, on n'emploie pas le terme de data center on-prem ou ça, parce qu'on va voir que ça peut s'étendre à d'autres sujets. C'est très porté vers le multi-cloud, voilà, réellement. Ouais, et pour la petite anecdote, du coup, ça a été annoncé du coup à Microsoft Ignite. Donc l'Ignite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'événement en fait côté Microsoft qui est côté donc Seattle. Là cette année, c'est fin novembre à Chicago, dans lequel en fait ils vont annoncer en fait les différents services en fait qui vont sortir sur Azure. Et c'est à ce moment-là où Arc est apparu. Et ce que disait Rémi est totalement vrai. Aujourd'hui, Microsoft demande, enfin se base de plus en plus, on va le voir juste après, hein, mais se base de plus en plus sur la solution Arc, que ce soit par exemple, vous le savez maintenant, hein, on est en train de déprécier au fur et à mesure les agents Log Analytics. Et aujourd'hui, donc Azure Monitor typiquement demande à être connecté à Arc pour pouvoir faire l'installation de l'agent et du coup être supervisé par l'ensemble des ressources dans Azure. Donc voilà, tout est lié, comme dirait une fameuse série, Mmh. mais du coup, voilà. Non, j'aime Alors, bien ce schéma, moi.
Ouais, Ah ouais. très, très. Également, je sais pas si je peux activer le pointeur laser. Ah si, mais c'est parfait, c'est merveilleux quand tout fonctionne. Donc petite architecture, Rémi l'a très bien dit, hein, le principe d'Azure Arc, c'est de rendre disponibles en fait des ressources qui sont on-premise, ici, ou dans notre cloud provider, donc typiquement AWS ou GCP, mais on peut très bien prendre également du Alibaba, du n'importe quel cloud provider, ça ne pose aucun problème. Et l'idée va être, du moment où vous créez en fait un service ou un serveur, ou une base de données, ou un Kubernetes, etc., etc., on peut en citer plein, et bien du coup, on va venir donc rendre tout ça disponible directement dans Azure Arc. Et c'est Azure Arc qui va faire la passerelle avec les différents services disponibles dans Azure. Donc, on peut prendre un exemple simple, hein. On vient connecter un serveur simple, basique, un serveur on-premise ou un serveur virtuel dans un cloud provider différent. Et bien tout ça va être rendu disponible dans Azure et on va pouvoir, pourquoi pas, y mettre, je sais pas, du Sentinel ou du Defender Mmh. for Cloud, de la Monitor, etc., etc. Comme tu le disais tout à l'heure, Rémi. Exactement, c'est apporter des services, on va dire, d'Azure sur des machines qui ne sont pas natives dans Azure, réellement. Et une des volontés de Microsoft aussi à l'époque, j'étais à l'Ignite 2019 à Orlando en plus, c'était rigolo, lors de l'annonce. Les Américains utilisent souvent un acronyme qui est Single Pane of Glass. En fait, c'est une seule et même interface, d'accord? Donc la volonté, c'était aussi de coordonner et d'avoir une seule interface pour pouvoir un petit peu, gérer, toutes vos infrastructures, qu'elles soient effectivement dans Azure, on-prem ou sur un autre cloud provider. Tu as très bien annoncé la chose avec le petit coup d'MDP Summit à l'annonce. Bon, maintenant, on va rentrer. Maintenant, vous savez, voilà, un petit peu à quoi sert Azure Arc, c'est quoi le principe, avec du coup un petit schéma d'architecture qui est fort sympathique, encore une fois, mis à disposition par Microsoft. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, dans comment on s'en sert, comment on connecte les choses, vraiment faire step by step les différents services disponibles dans Azure Arc. Et après, on verra la suite après. Petite surprise. Eh Nico, comment ça marche? Eh bien, très très bonne question. Comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, dans le cas présent pour Azure Arc Enable Server, c'est tout simplement la possibilité de rendre disponible un serveur, qu'importe son système d'exploitation, que ce soit du Windows, que ce soit du Linux, autrement dit du Ubuntu, du Red Hat, du SUSE, etc. L'idée, en fait, est de rendre le serveur disponible dans Azure et par la suite, tout ça peut être exploité par les différents services Azure directement sur votre infrastructure locale ou encore une fois dans un cloud provider. Comme on le voit à l'écran, on a, vous voyez, les operating systems, hein, juste ici. On a du Windows Server 2019, on a du 2022, on a du Ubuntu. Bref, en gros, Azure Arc aujourd'hui est capable de s'adapter à la plupart des distributions, on va dire les plus connues. Donc, autrement dit, Red Hat, Ubuntu et SUSE, si je ne me trompe pas. Mais voilà l'idée. Et comme c'est indiqué, hein, permet aux organisations de gérer, surveiller et sécuriser les serveurs physiques. Donc, encore une fois, c'est tout simplement utiliser des services disponibles dans Azure Mmh. directement sur votre infrastructure. C'est ça, Nico, quand tu dis du coup s'adapter, c'est forcément qu'il y a quelque chose qu'on va installer sur ces serveurs et qui doit être compatible avec ces distributions, c'est ça? Absolument. On va venir en fait installer ce qu'on appelle un agent, l'agent Connected Machine, plus exactement. Et en fait, cet agent-là va venir discuter avec Azure tout le temps, toutes les 10 ou 15 minutes, si je ne me trompe pas, pour justement dire ouh, je suis toujours vivant. Donc, du coup, le serveur est toujours disponible. Donc, par conséquent, tu peux continuer à dialoguer avec lui. D'accord. Et on peut même pousser encore le truc encore un peu plus loin. On peut rendre tout ça en mode privé, en utilisant du coup du service link, du private endpoint, tout ça. Enfin voilà, on peut vraiment faire également une liaison purement privée entre votre infrastructure locale et Azure, ce qui est aussi très très bien. Parce que naturellement, effectivement, la première installation, et si on le souhaite, on peut aussi faire communiquer directement ces serveurs via de l'HTTPS 440 Tora sécurisé et chiffré avec Azure. Voilà. Absolument, absolument. OK. Kubernetes, qui est aujourd'hui peut-être même le conteneur, excusez-moi le terme, j'en perds mes mots, c'est terrible, hein. Lors de lanceur de conteneurs, c'est ça? Bien joué. Tu vois? Continue, je te laisse y aller. Tu sûr, tu sur la Exact, bonne voie e là. exactement. Donc Kubernetes Services, effectivement. Alors on a de l'Azure Kubernetes Services, mais le plus répandu reste Kubernetes en tant que tel. Donc il va tourner effectivement sur du multi-cloud et du on-prem. Donc c'est un socle, on va dire,
commun et générique et standardisé qui permet de faire tourner des conteneurs. Donc des applications développées en microservices et ainsi de suite. Cet outil-là, effectivement, côté Kubernetes, on va le retrouver sur du on-prem, on va le retrouver sur du Windows, on va le retrouver sur du Linux, on va le retrouver sur de la AWS, sur du GCP, sur de l'Azure. Tout le jeu d'embarquer Kubernetes dans de l'Arc, d'accord, ça va être, alors déjà primo, de pouvoir le superviser, le monitorer et le contrôler sur une seule et même interface que serait Azure. C'est une très belle chose. Faut juste imaginer que Kubernetes, en fait, ce sont des nodes, d'accord, ce sont plusieurs nœuds. Donc c'est important de savoir comment ça s'ordonnance, où est-ce que mon conteneur, est-ce qu'il est à gauche, à droite, où est-ce qu'il se situe. Mais ça va même un petit peu plus loin avec Azure Arc, puisqu'on va pouvoir aussi s'amuser à load balancer des applicatifs et se dire à un moment, voilà, mon applicatif qui est on va dire en test ou en pré-prod sur mon environnement on-prem, je souhaite le mettre en production via un outillage comme GitHub ou Azure DevOps en production sur Azure, d'accord. Via Azure Arc, on va pouvoir faire ces bascules-là de manière plus simple, voilà, et pouvoir load balancer aussi ces charges de travail entre plusieurs cloud providers. Et donc, c'est un très, très, très gros intérêt d'avoir effectivement à l'intérieur Kubernetes. Alors, on en reparlera aussi tout à l'heure, certainement, Bien sûr, Nicolas, sur la partie absolument. sécurité. Mais typiquement, Defender for Cloud for Kubernetes permettrait de couvrir, du coup, au niveau sécurité de l'AKS, donc du Kubernetes dans Azure, mais aussi du Kubernetes on-prem ou sur un autre cloud provider avec le même niveau de sécurité. Absolument. J'aurais pas dit mieux, pour le coup. Donc, hop là, j'ai perdu la main. Allez hop. Enable for Data Services. Alors là, on va rentrer un peu plus dans la partie SQL, du coup. Eh bien, en fait, tout simplement, hein, on revient encore aux fondamentaux, hein, c'est ce que disait Rémi, c'est ce que je disais au début avec la partie serveur et la partie cube. En fait, l'idée, c'est de rendre disponible encore une fois vos serveurs, les serveurs SQL vraiment on-premise ou encore une fois disponibles dans d'autres cloud providers directement dans Azure. Donc là, en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'on voit la partie ESU expiration. On abordera le sujet après parce que c'est un Ouais. réel sujet, ça aussi. Mais en soi, voilà, vous pouvez encore une fois gérer, superviser, sécuriser également vos serveurs SQL directement depuis Azure, ce qui est encore une fois voilà, une réelle force. Mmh. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ouais, alors du coup, c'est vrai que ça propose une gestion unifiée de ces bases SQL. Alors ça va un petit peu plus loin depuis quelques temps, c'est encore en public preview parce qu'on est capable de faire ça sur du Postgre maintenant. Postgre est Ah, énormément déployé sur du on-prem aussi et côté Azure. Donc c'est encore pour l'instant en public preview, mais on va pouvoir faire la même chose sur du Postgre. Donc moi j'y vois un gros intérêt à Arc sur du SQL. Alors la gestion unifiée, c'est top, c'est de pouvoir se dire à un moment je provisionne une base de données et je lui mais dis, pas que. provisionne-toi sur du on-prem ou provisionne-toi. Il y a un truc qui est super sympa que je trouve. Une des fonctionnalités de Azure, c'est les mises à l'échelle automatique. C'est la capacité d'Azure entre guillemets, à capter qu'une base elle est stressée et va la Scalable. faire du scale up ou scale down. Ouais, Et ben du coup, on peut le faire aussi sur du on-prem. Voilà. Alors, ça nécessite effectivement d'avoir de la virtualisation par derrière. On en reparlera peut-être encore après bien sûr. avec VMware. Mais on peut effectivement du coup imaginer de faire de la scalabilité sur de la base SQL on-prem en la pilotant avec Azure Arc sur Azure. Eh ben, très bien, c'est parfait. Donc on a vu quoi? On a vu des serveurs, on a vu de l'AKS, on a vu de la base de Ouais, données. on a vu un petit peu les fondamentaux, ouais, j'ai envie de te dire, la Ouais. partie serveur, la partie cube, la partie data. Il y a encore d'autres services, hein, notamment avec la partie Logic App, pas Ouais. Logic App, excusez-moi, la partie Web App, la partie Function App, tout ça qui sont des services disponibles on-premise, par exemple, ou bien dans d'autres cloud providers qui vont nous. Ça, c'est encore preview, si je ne me Mmh. trompe pas. C'est encore en preview aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait quelques mois que c'est en preview. Mais voilà, il y a encore une fois cette possibilité-là si on le souhaite. Et j'ai découvert récemment aussi une autre fonctionnalité alors qui est un peu plus rare, mais c'est la capacité aussi de piloter de l'Azure Stack HCI en fait. Pour ceux qui connaissent pas Azure Stack HCI, c'est on porte entre guillemets une sorte de portail d'Azure, une forge entre guillemets Azure sur des machines on-prem, d'accord. Alors ce sont des machines spécifiques avec directement de l'Azure Stack HCI. Il n'y a pas beaucoup de services qui sont disponibles dedans. Néanmoins, ça permet voilà, de faire tourner sur du cloud privé quelques features d'Azure. Et ben, pour le piloter, on pourrait très bien aussi le piloter avec Azure Arc. Et donc du coup avoir une seule et même interface pour pouvoir piloter son Azure Stack HCI
chez soi, plus en Azure en code public. Eh ben, c'est une très belle transition que tu me fais, Rémi. C'est limite une passe décisive parce que j'en ai fait une vidéo où je vous explique du coup le principe de Azure Stack HCI. Où voilà, ce que dit Rémi en fait est totalement vrai, hein. C'est un mini cloud entre guillemets privé qui vous est propre. Et soit vous êtes totalement privé, coupé du reste du monde, ou soit vous pouvez le rendre disponible dans Azure avec encore une fois Azure Arc, comme l'a dit Rémi très brillamment. Et pourquoi pas le coupler avec du backup par exemple, si vous souhaitez backuper vos données directement dans Azure, c'est totalement faisable avec votre Azure Stack HCI. Donc voilà. Merci Rémi pour la passe décisive. Je vous invite à aller voir la vidéo. Droit au but, Nico. Ah, en plus, oui, il joue dans pas longtemps en plus. Bref, revenons à notre Azure. Petit cas d'usage. Alors, on a imaginé quelques scénarios. D'accord. Ça va du simple, de la simple intégration jusqu'à la supervision, la sécurité et la supervision multi-cloud. D'accord. Donc, inter-cloud provider, si je puis dire. Donc, on va voir ensemble le premier cas d'usage qui est très simple. C'est une intégration, tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus basique. Avec Rémi, on a beaucoup échangé là-dessus. On s'est dit qu'en fait, ça serait très intéressant de vous montrer comment ça fonctionne. Pour la simple et bonne raison que depuis tout à l'heure, on discute. Mais c'est bien aussi qu'on ait des images, on sait de quoi on parle. Des paroles et des actes, Nico. Exactement, tout à fait. Oh, tu lis dans mes pensées, c'est terrible. Ah oui, d'ailleurs, petite fonctionnalité qui a été mise à jour depuis 2019, Windows Server 2019. Maintenant, l'agent, en fait, l'Arc Setup, comme c'est montré en fait à l'écran, est disponible sur les Windows Server 2019 et par défaut installé sur les 2022. Parce que sur 2019, vous avez une mise à jour en fait à faire, mais sur le 2022, c'est par défaut. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc on va cliquer du coup sur l'agent, sur l'Azure Arc. On va venir en fait s'authentifier. Bien sûr, il faut des droits bien particuliers, on en reparlera juste après pour pouvoir intégrer, votre serveur directement dans Azure. On va venir donc s'authentifier avec son compte et son mot de passe, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc une fois fait, on va venir du coup, générer un code qui va nous permettre encore une fois, c'est une double authentification en fait, hein, brièvement pour plus de sécurité. Donc on va venir se connecter au device login. On va rentrer notre petit code qui était présent juste avant. On va venir donc s'authentifier encore une fois. Azure va venir voir si les droits que vous possédez sont corrects côté Airback. Voilà, vous venez sélectionner du coup votre Azure Active Directory, votre abonnement, sur quelle ressource groupe vous souhaitez l'intégrer. Et puis, la région Azure, puisque voilà, Azure Arc est disponible sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de régions. Et là, on choisit bien sûr le point de terminaison public parce que je ne possède pas de serveur proxy ni de serveur privé. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que du coup, effectivement, on peut proxifier du coup tout ça, ce qui est plutôt intéressant. Alors là, tu es dans le cas d'un simple serveur. Il faut imaginer que des use cases sur lesquels on doit enrôler effectivement des fois 200, 300 serveurs. Alors, imaginez bien qu'effectivement, l'agent, on ne va pas le déployer one by Ah one, non! hein, d'accord? Donc c'est scriptable, c'est déployable via des outils de déploiement automatique. Ça, c'est super intéressant. Et Ouais. effectivement, chaque serveur n'a pas besoin de disposer de son point de terminaison. On peut très bien utiliser effectivement un proxy ou une gateway pour pouvoir filtrer tout ça. Absolument, c'est pour des questions de sécurité plus encore une fois, hein, aujourd'hui les sociétés sont de plus en plus dans la sécurité. Ils souhaitent vraiment que, grossièrement dès que c'est privé, on l'utilise. Donc voilà, encore une fois, on peut utiliser donc du service endpoint, avec du private link par la suite, enfin connecté à du private link pour pouvoir du coup lier tout ça en toute sécurité. Le deuxième cas d'usage, hop là, Azure Update Ah Manager. ouais! Allez, vas-y Rémi, je sens que tu en as envie là. Ah, C'est pour toi, ça c'est c'est ton un produit moment. que c'est un produit que j'aime beaucoup en fait réellement. Comme je vous le disais en introduction, moi je suis issu un peu du data center, on-prem, d'accord? Et des outils, d'update management. Il y a quelques années, Azure Update Management, c'était pas encore réellement ça, d'accord? Alors ça permettait effectivement, de piloter, la mise à jour de vos serveurs. Hem, on a un super outil, à l'heure actuelle dans Azure qui permet effectivement de gérer le patching de machines Windows, mais aussi de machines Linux. Ça, c'est super important. J'insiste dessus. Il y a très peu d'outils à l'heure actuelle sur le marché qui sont capables de gérer de manière cohérente du patching Windows et du patching Linux. Donc, Update Manager va vous permettre effectivement de gérer vos
salve de mise à jour, d'accord, de choisir les KB que vous souhaitez ou pas, les packages côté Linux que vous souhaitez mettre en œuvre ou pas. Et ça tournait très bien sous Azure et on s'en servait énormément, d'accord. Ça évitait de déployer un WSUS ou un outil comme ça. Via Azure Arc, vous allez pouvoir faire la même chose, donc enrôler vos serveurs Linux ou Windows à l'intérieur et pouvoir piloter les mises à jour directement dans Azure. L'outil va juste plus loin que simplement dire telle machine s'arrête. On peut créer des séquences d'arrêt, des séquences de démarrage, on peut jouer des scripts avant et après les mises à jour des serveurs. On a des jolis dashboards, comme tu nous montres là, Nico, qui nous disent effectivement si la mise à jour a été faite ou pas, si le serveur a redémarré ou pas. Bref, on a Tiens, un j'ai pas vrai lancé la outil de vidéo. pilotage. Ah, voilà. Ouais, on a un vrai outil de pilotage des mises à jour qui vous remonte avec de l'alerting par derrière. Ça va effectivement venir se brancher avec d'autres outils côté Azure, comme Azure Alert, d'accord. Ça va vous envoyer des rapports par mail. Ça peut vous avertir par SMS, par Teams que c'est bien fait ou pas bien fait. C'est porter toute cette puissance-là de cet outil sur du on-prem ou d'autres cloud providers. Voilà. Donc, encore une fois, si vous ne trouvez pas votre bonheur chez Amazon GCP au niveau des outils de mise à jour de vos machines Windows, sachez que dans Azure, ça existe et c'est hybride. Je te laissais parler, hein. Je bois tes paroles, Rémi, donc pour le coup, je te laissais faire. J'ai pas lancé la vidéo exprès. Mais voilà, encore une fois, c'est ce qu'a dit Rémi, hein, typiquement pour la vidéo, on est venu du coup sélectionner donc les différentes ressources. Vous voyez, encore une fois, il y a du Arc, il y a du serveur aussi, du virtual machine, tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, en fait, tout simplement, on vient faire un check for update pour vérifier donc les mises à jour disponibles. Ça peut prendre un certain temps, encore une fois, hein, donc c'est des mises à jour, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis par la suite, on va pouvoir venir, pourquoi pas, planifier, de la gestion de mise à jour, faire de l'installation, et cetera, et cetera, et cetera. On en reparlera en deuxième partie, mais Bien forcément, vous sûr. imaginez bien qu'il y a un pricing associé un petit peu à tout ça, d'accord. Mais on verra Là, si ça vous vaut le coup voyez, par rapport à d'autres outils. Ouais. excusez-moi, je te coupe Rémi. Vas-y, vas-y. Là, typiquement, on a plusieurs du coup, mises à jour qui vont s'installer, qui demandent à être installées. Encore une fois, j'ai fait un check for update, donc c'est en gros, c'est une recherche en fait de mise à jour. Et là, vous voyez, ce qui est très intéressant, et ça Rémi en a parlé aussi, c'est la partie, Linux et Windows. Aujourd'hui, Update Management est capable d'assurer les mises à jour Linux et Windows. Bon, à sa petite échelle, mais il sait faire. Et ça, c'est très impressionnant pour le coup. Je ne sais pas si tu as parlé de la classification, Rémi, au niveau du Update Management. Non. Alors, très intéressant aussi parce que sur Update Management Center, vous avez donc de la classification. Donc, sur Linux, elle est en deux catégories. On a les over et les security, comme on peut le voir à l'écran. Hop, normalement, je vais le surligner à un moment donné. Non. Bon, de toute façon, vous les voyez à l'écran, hein, c'est sécurité. Et côté Windows, forcément, c'est un produit Microsoft. Donc, du coup, on va en avoir plusieurs. On va avoir la definition, on va avoir de la security, on va avoir du update rollup, etc., etc. Tout ça, en fait, est disponible sur la documentation Microsoft où il vous explique, vous voyez, security. Il vous explique voilà, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Bon, pour Linux, vous en doutez que c'est des patchs sécurité et over, en fait, c'est tout le reste, hein, forcément. Mais du coup, voilà, je trouve ça très intéressant parce qu'on peut filtrer par la suite sur les classifications. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Donc là, vous voyez, on est en Mhm. penging, donc on est sur du in progress. On est à 5 VM qui sont en train d'être mis à jour. 5 serveurs on-premise qui sont en train de se mettre à jour. On a, bon, bien sûr, on a un fail, mais vous allez voir que par la suite, c'est pas très, très grave. On a 4 complete, donc c'est parfait, les mises à jour ont été faites. On a du Ubuntu qui a été fait, du serveur aussi qui a été fait, du serveur Windows qui a été fait. Et les mises à jour qui n'ont pas été faites correctement, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Mhm. En fait, c'est tout simple. En fait, on a 4 mises à jour qui ont été faites sur 5. Donc, l'un dans l'autre, ça a fonctionné. Mais bon, il y a eu un petit loupé. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est toujours là, ça fonctionne toujours. Et de toute façon, dans tous les cas, on retrouve tout dans les logs ensuite, le pourquoi du comment, et peut-être qu'effectivement, ça s'attaquait à un service qui était en cours ou sur une machine de production. Voilà. C'est probable. Non, non, mais tu as raison. C'est toujours visible dans les logs et on peut voir tout ça. Ah, ça, c'est quelque chose qui est très, très bien. Le monitoring dans Azure. Rémi, qu'en penses-tu?
Ouais, j'allais te laisser le faire, mais c'est génial. De la même manière, on a un outil qui est fabuleux côté Azure, qui est Azure Monitor, en fait, qui va récupérer et capter, un un tas de métriques, on va dire, d'accord, sans rentrer dans les détails, d'accord, mais il est capable de capter des métriques qui sont effectivement natifs à Azure, issus des racks de Microsoft. Ils sont capables aussi de capter des métriques qui seraient issues de machines virtuelles, donc des OS en eux-mêmes. Il est capable de capter des métriques applicatives, il est capable de capter plein de métriques à l'intérieur. Et donc, du coup, en l'enrôlant dans Arc, on va pouvoir effectivement aussi faire de la supervision et du monitoring de vos serveurs ou de vos applications qui seraient autre part que dans Azure, tout simplement. Dans Azure Monitor, on va capter tous ces logs, ils seront déversés dans un puits de log à l'intérieur. Puis on va appliquer dessus des workbooks, des choses comme ça qui vont vous permettre d'avoir des dashboards, de la visibilité déjà dans un premier temps. Donc en général, un joli sapin de Noël qui se met à clignoter pour vous dire attention, vous avez des erreurs C'est là, bien des vrai. ci, des ça. Voilà. À l'époque, quand j'ai commencé à implémenter cet outil, il fallait créer un peu tous ces métriques à la main, il fallait mettre des dashboards à la main. Microsoft maintenant travaille énormément quand un nouveau produit est, est fourni par les équipes Microsoft. Ouais, Il y a effectivement les dashboards qui sont fournis aussi sur Azure Monitor. Et ça, c'est plutôt cool. Le but de tout ça, c'est quand même aussi de pouvoir alerter, donc créer des alertes. Donc on capte effectivement une déficience. Une machine virtuelle, par exemple, on-premise sur votre infrastructure VMware qui a accédé à taux de CPU, ça remontrait une erreur ou entre guillemets un excès de capacité dans Azure qui pourrait générer par derrière effectivement quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être une entrée dans un logiciel ITSM, pourquoi pas. Ça peut être un message dans Teams, je me suis amusé, ou dans Slack. On peut faire pas ah! mal de choses dessus, exactement, avec des webhooks. Mais tout ça, en fait, c'est pour vous dire qu'en fait, côté Azure Arc, on a la capacité du coup de superviser toutes ces machines-là et ces workloads. Alors, je parle beaucoup de machines virtuelles, mais ça peut être aussi, on parlait dans l'introduction de Kubernetes, à l'intérieur, ça peut être la base de données par derrière. Donc tous ces sujets-là, remonteraient dans Azure Monitor, seraient supervisés dans Azure Monitor et permettraient aux équipes IT d'être alertées en cas de dysfonctionnement ou de problématique. Absolument. Et du coup, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est qu'à l'époque, vous faisiez les dashboards à la main? Mmh, Sérieusement? ex exactement. En fait, il fallait, coder les requêtes en KQL, donc il y a le langage natif pour aller, Oui, capter du log analytics, et créer, ces monitors, enfin ces dashboards. Donc on créait des donuts, on créait des graphes quasiment à la main, qu'on venait mettre, effectivement dans la partie, dashboard de Azure, qu'on utilise de moins en moins, réellement maintenant. Et absolument. voilà, et donc il fallait tout créer et donc bon, à la communauté, on a créé un bon paquet. Bien Puis à un sûr. moment, Microsoft, héritant d'une culture de SCOM étant l'outil de supervision de Microsoft, depuis des années, s'est dit à un moment: «Bon, on va quand même peut-être faciliter la vie des utilisateurs et des équipes IT, on va leur fournir des dashboards un peu plus sympas». Puis il y avait un concurrent à côté qui s'appelle Grafana tout simplement, qui permettait déjà de Oui. créer pas mal de dashboards de manière plus simple, voilà. Donc on a, on va dire maintenant, sur chaque service qui sort dans Azure, quasiment un graphe côté Azure Monitor qui est créé. Alors rien ne vous empêche de continuer à les créer à la main si vous le souhaitez et faire des choses un peu plus custom, mais ouais, on nous facilite la tâche. Ouais, on a la partie également, workbook parce que pour discuter régulièrement avec Microsoft, on discute assez régulièrement. Les workbooks sont assez maintenus à jour assez régulièrement et ils essayent vraiment de faciliter au maximum, la vie, des voilà, de la gouvernance, des administrateurs, des Mmh. architectes et cetera. Donc pour le coup, ouais, c'est Mmh. vraiment bien et ça, Azure Et du Monitor, est très fort. et un petit complément dessus, du coup, ça vous permet aussi, du coup, d'utiliser le puits de log d'Azure, qui serait, qui est, Azure Log Analytics, Ouais, et du pouvoir bien souvent vos journaux d'événements on-prem, vos «retours» entre guillemets, voilà, de log on-prem, d'accord? Vous allez les garder un certain temps, mais votre volume, il est pas non plus, extensible et puis ça coûte cher. Côté tout à Azure, fait. du coup, ce serait de se dire à un moment, on bascule tous ces logs-là côté Azure. Le jour où on a besoin de faire un requêtage ou quoi que ce soit, je prends un exemple qui est simple, hein, une corruption sur du on-prem, par exemple, de votre infrastructure à un moment, c'est mieux d'avoir les logs ailleurs, de pouvoir aller les consulter et regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant que votre infrastructure est arrêtée chez vous, par exemple. D'ailleurs, chose très importante que tu viens de dire, c'est que du coup, ça s'appuie sur Log Analytics, mais jusqu'à présent, on utilisait l'agent Log Analytics qui était installé sur les différents, serveurs, que ce soit Mmh, VM, Azure Arc et cetera. Attention, on en a parlé au début, c'est en train d'être déprécié. Alors, c'est pas supprimé, je crois que Microsoft te laisse jusqu'en 2025 ou 2026 pour vraiment, terminer de chez terminer, mais
à faire attention, s'il y a une migration à faire, commencez un petit peu à vous poser la question. Microsoft détaille ça vraiment très très bien dans leur documentation. Encore une fois, petite passe décisive, si vous souhaitez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, Mais blague à part, non, plus sérieusement, voilà, il faut s'y pencher, il faut faire ça et du coup basculer donc sur ce qu'on appelle l'AMA, donc l'Azure Monitor Agent, et à la place du coup de l'MMA, pas l'assurance, très important, mais le monitoring Microsoft Agent. Ok. Qui était issu d'un agent basé sur SCOM. C'est assez, voilà, Ah ben, assez tu ouf, vois, mais voilà. la boucle est bouclée, ouais, c'est clair. La boucle est bouclée. Bon, allez, on va lancer la vidéo parce que depuis tout à l'heure, on parle, mais du coup, Ça alors ressemble à comment ça quoi? se eh ben, tout simplement, on va le voir, hein, on vient du coup sur la partie virtual machine, donc on constate que le ressource group me remonte directement en fait les serveurs qui vont bien. Et en fait, on va venir créer ce qu'on appelle une data collection rule. En fait, une data collection rule, c'est un composant en fait dans Azure qui va venir récupérer toute la partie log analytics. En fait, vous avez donc, comme disait Rémi, hein, log analytics, c'est un puits de log tout simplement. Et data collection rule en fait va venir récupérer les données dans le log analytics et va venir en fait les transformer à sa manière. Admettons, vous souhaitez dans votre data collection rule récupérer toute la partie security event, etc., etc. En fait, tout ça va se passer dans data collection rule. Donc là, on vient du coup activer tout ça. Et une fois l'activation terminée, en fait, et ça, j'adore, c'est quelque chose dont je suis vraiment, vraiment fan dans Azure, c'est la partie voilà, performance et le top end list qu'on va voir juste après, qui en fait vous explique grossièrement les serveurs qui consomment aujourd'hui le plus dans Azure en fonction de différents critères. Ça peut être le CPU, ça peut être la RAM, ça peut être plein de choses. Et tout ça, après, derrière, peut vous aider oula, attention, mon serveur, il est à 90% de CPU. Deux solutions. Soit j'ai un logiciel qui me demande beaucoup de ressources, ou soit ben, je suis en train de me faire attaquer, quoi, tout simplement. Exactement et du coup, ça me permet de rebondir sur une deuxième fonctionnalité. Du coup, si on détecte, par exemple, effectivement que le CPU est trop haut, c'est soit effectivement qu'on a downsizé la machine et qu'elle n'est pas suffisante, d'accord? Oui, Et oui. dans ce cas-là, via Azure Arc, on peut, ce que j'expliquais tout à l'heure, faire de l'upscale et donc du coup, peut-être potentiellement demander à votre infrastructure VMware de fournir peut-être un peu plus de CPU, à la machine ou à AWS, pareil, de monter de gamme. Voilà. Non, non, La mais su c'est exactement ça. la supervision, ça sert à ça. Hop là. Ah, la sécurité. La sécurité. Qu'en penses-tu, Rémi? En plus, la sécurité aujourd'hui, enfin, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire. C'est vraiment Ouais. le sujet que tout le monde aujourd'hui veut vraiment être au max des max au niveau de la sécurité. T'en penses quoi du coup de ça? C'est un sujet transverse à tout entre guillemets à tous les métiers de l'informatique. Voilà, qu'on parle d'identité, qu'on parle de machine virtuelle, qu'on parle de base de données, qu'on parle de données en tant que telles avec de la DLP, des choses comme ça, la sécurité est au cœur de tout. Côté du coup Azure Arc et côté Azure même, naturellement, il y a 2 outils qui sont plutôt, bien faits. On a effectivement, Defender, d'accord? Qui est la couverture, on va dire, EDR, XDR de Microsoft, qui va permettre de couvrir des services Azure. Alors quand je dis des services, il y a des machines virtuelles, mais pas que. On peut couvrir plein de services dans Azure avec du Defender. On peut couvrir des comptes de stockage, on peut couvrir la base de données, on peut couvrir du Kubernetes. Voilà. Et ben, le but, c'était de se dire aussi à un moment, bah, pourquoi pas couvrir d'autres workloads qui seraient pas chez nous avec le même niveau de sécurité. Donc, on déploie, on met en œuvre, on pilote effectivement toute la gamme Defender avec Azure Arc. Le but aussi de tout ça, c'est d'être proactif et de pouvoir capter ces informations. Et là, je vois typiquement sur ta vidéo, Nico, qu'on parle de Sentinel. Sentinel, c'est le SIEM. Donc le SIEM, c'est quoi? On a du pétrole, on a plein de données, d'accord, on a plein de capteurs qui remontent. Le SIEM lui permet de raffiner ce pétrole-là et de remonter des informations très rapidement et de dire attention, il y a une compromission, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Sentinel, il est basé sur des métriques, cool, mais il est basé aussi sur l'intelligence artificielle par derrière. Il apprend au fur et à mesure. Et Sentinel, c'est lui qui va vous capter toutes ces informations de sécurité. On peut parler de machines virtuelles qui vont remonter des logs. On va parler de vos contrôleurs de domaine, Azure Active Directory. On peut parler aussi de logs qui émaneraient de switch, qui émaneraient de firewall, d'accord. Lui va prendre toutes ces informations-là, il va les mettre dans un log analytics et puis il va aller analyser tout ça. Donc, des analyses comportementales, des analyses de dysfonctionnement à l'intérieur, remonter des alertes. C'est une de ses premières fonctionnalités dans Sentinel. Deuxièmement, ça va être bloquer et entre guillemets faire des opérations pour que ça se propage pas. Et troisième, ça va être investiguer. Voilà, pour pouvoir investiguer. On y arrive, Rémi.
Mais c'est un service Mais que j'aime oui. beaucoup, hein. Ah non, mais c'est un service qui mérite son attention, hein. Aujourd'hui, encore une fois, on le disait au tout début, hein, la sécurité aujourd'hui dans Azure, c'est le nerf de la guerre. Si on n'est pas un minimum protégé, on peut avoir des dégâts. Voilà, donc à faire Mmh. attention et puis voilà. Et là, encore une fois, voilà, comme on est en train de le voir à l'écran, en fait, on a connecté, Azure Sentinel directement à l'espace de travail Log Analytics, qui lui-même, en fait, est connecté, au serveur disponible en premise. Et là, par la suite, ben voilà, on a directement les métriques qui remontent. Tu auras juste à configurer Sentinel. Et la petite particularité également, c'est que, bah, les serveurs on-premise sont également disponibles avec, du coup, du Defender for Cloud. Donc par la suite, on peut très bien, pourquoi pas, l'activer, déjà dans un premier temps, pour assurer une surcouche de sécurité supplémentaire et de 2, pourquoi pas se servir, par exemple d'un security benchmark qui est disponible chez Mmh. Defender for Cloud, par exemple. Clairement, clairement et puis, alors j'ai souvent la question en plus, c'est assez rigolo, «Oui, mais Defender, c'est Microsoft. Quid de mes machines Linux et de mes machines et de mes Mac?» Très bien, ça marche. Voilà. C'est voilà, c'est un très, très bon service et voilà, encore une fois, pensez bien à votre sécurité, c'est le nerf de la guerre, on le répète, mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de sociétés qui ont encore des problèmes de sécurité, donc bon, il faut pallier à tout ça. Alors, là, ce qui est, on s'est amusé, en fait, enfin, ça, c'était à l'époque, où du coup, on discutait beaucoup sur ces sujets-là avec Mmh. Rémi et c'était, voilà, je te donne un challenge. Est-ce que tu penses qu'Azure Arc, a la possibilité de s'interconnecter? Enfin non, on sait qu'il a la possibilité, mais comment Mmh. tu ferais pour interconnecter, du coup, les différents cloud providers, avec, du coup, Azure Arc et AWS GCP, par exemple? C'est là où c'est très intéressant et c'est là la puissance d'Azure Arc, c'est qu'on va pouvoir du coup interconnecter tout ça. Et encore une fois, hein, vous vous souvenez du schéma au tout début, hein, on va pouvoir les interconnecter et par la suite, on va pouvoir y appliquer les différents services. On revient sur du Monitor, c'est un exemple, mais on peut prendre du Sentinel par exemple. C'est voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, qui utilisent Azure Arc donc pour interconnecter du coup avec les différents cloud providers et utilisent en fait Microsoft Sentinel ou Azure Sentinel pour justement bah, superviser et attaquer quand il faut attaquer, grossièrement. Donc là, comment ça se présente? C'est tout simple, hein, donc on va venir. Donc là, j'ai créé en fait une machine, une VM Google et une VM AWS. En fait, ça représente assez bien ce qu'on a fait au tout début de la vidéo. Là, vous voyez, ce qui est très intéressant, et c'est ce que Rémi disait tout à l'heure. Je vais essayer de revenir un peu en arrière. Voilà. Euh, Ceci, en fait, c'est les différents modes d'intégration qu'on peut mettre avec Azure Arc. Donc, on a le single server, hein, qui est l'ajout d'un simple serveur, un seul serveur. Et là, en fait, on a le multiple serveur. Et ça, Rémi, tu en as parlé justement tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très Mmh. intéressant. Et donc, en fait, l'idée, c'est simple, hein, vous venez le connecter en fait à votre contrôleur de domaine, et par la suite, donc, il va venir taper un petit peu de partout, avec les droits, bien sûr, qu'il faut, hein, bien entendu. Et vous pouvez du coup l'ajouter avec le serveur donc from update management. Alors ça c'est, je sais pas si c'est possible avec le nouveau et non, maintenant on est obligé de passer par Azure Arc pour le nouveau update management. Parce que ça, c'est Donc de dans l'époque. exactement, parce qu'avant effectivement, on passait par le «l'agent» entre guillemets et pas par Azure Arc direct. Maintenant avec Azure Arc, bah, du coup, il y aura plus d'intérêt. Voilà. Oui, en plus avec c'est l'agent Log Analytics, hein, C'est pour ça, info. Et vu que l'agent de Log Analytics encore une fois est déprécié, on va s'attendre à ce qu'au fur et à mesure ça va tendre à disparaître, j'imagine. Ou pas, peut-être qu'il y aura autre chose. ce sera la surprise. Exactement. Par contre, on voit que tu as Alors changé de fauteuil entre-temps et exactement, oui, oui. J'ai fait un petit investissement, pour mes lombaires, ça a été, l'investissement a été bon. Donc là, vous voyez, on va venir donc choisir, encore une fois la région, hein, et puis le système d'exploitation. Donc, là, pour la vidéo, je me suis amusé à faire du Windows et du Linux, parce qu'à chaque fois, parler de Windows, c'est bien, mais bon, il faut aussi mettre en avant que, Azure Arc est disponible également sur la partie, Linux. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, c'est important de le notifier. Donc ça, c'est un extrait pardon, de la vidéo que j'ai faite, challengée par Rémi, hein, bien entendu. Sinon, ce serait pas drôle. Et du coup, donc voilà, l'intégration c'est faite. Ça, c'est une machine AWS, ok, qui porte en fait du Windows Server.
Et là, ce qui est pas mal, du coup, je m'en suis même pas rendu compte, mais en fait, on vous a expliqué 2 méthodes d'intégration, soit via l'application en fait Azure Arc qui est directement installée sur votre serveur, ou bien via le portail directement. Donc du coup, voilà, on va venir exécuter le script. Pareil sur Ubuntu, ouais, bon là, ça a été un petit peu en mode Mmh. condensé pour pas faire ça trop, pour pas que ce soit trop long non plus. Mais voilà, là, l'idée, c'est de se connecter, à notre portail Azure avec du coup le fameux code. Et une fois identifié, encore une fois avec les bons droits, on va Alors pouvoir. n'ayez pas peur avec le code, hein, il est pré-généré par Microsoft, il y a rien de compliqué là-dedans, c'est voilà. Ah, il fallait pas le dire, il fallait dire: «J'ai tout fait de tête», ça aurait été mieux. Non, mais il y a des gens qui peuvent être allergiques à ça, voilà et réellement, alors il y a toujours l'assistant next, 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 mais le scripting, c'est quand même mieux, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là, voilà, on a une VM AWS et une VM GCP du coup qui est présent. Et là, bah, écoutez, on va venir activer la partie monitoring encore une fois, et on revient sur le DCR, hein, Data Collection Rule. Là, vous voyez, vous aviez du coup alors ça, je crois plus que c'est d'actualité. On avait Log Analytics et on avait Monitor Agent. Je me souviens plus si c'est toujours d'actualité, ça ou pas. Mmh. Et du coup, voilà, on va venir connecter tout ça et on va retomber sur nos pads, sur ce que vous avez pu voir tout à l'heure, où en fait, on va retrouver les performances du serveur, on va retrouver le top end list, voilà, overview. On retombe sur nos différents serveurs qui, eux, sont tous connectés. Donc, c'est parfait. Monitor coverage, 2 sur 2, nickel. Et on va venir du coup dans les performances et on va pouvoir voir C'est beau. les fameuses performances. Non, très bien. Un très très beau produit que Microsoft nous a mis à disposition là. Voilà, du coup, je parle beaucoup. Heureusement, je vous ai coupé le son. Ah puis, si on aime écouter Nicolas, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, YouTube, il y a plein de vidéos. C'est gentil, c'est gentil. Allez hop, et là, du coup, on retombe sur le top end list et là, la vidéo est terminée. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Ah, tiens, ah, ça, c'est ta cam, ça, Rémi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est ton Ouais, moment, comme on dit. non, mais c'est super important, voilà, alors comme vous devez le savoir et j'ose espérer que vous le savez, Windows 2012 et 2012 R2, que ce soit au niveau serveur qu'au niveau SQL, est arrivé en fin de vie, RIP, c'était l'année dernière, d'accord? Ça veut dire quoi en fin de vie chez Microsoft? C'est-à-dire qu'il y a plus de mise à jour, voilà. Donc autant vous dire qu'un OS qui a pas de mise à jour, c'est quand même plutôt dangereux et c'est même très dangereux, voire catastrophique, si on regarde dans le temps. Donc Microsoft propose, depuis déjà quelques années, de pouvoir continuer à bénéficier au moins des pages de sécurité, de Microsoft sur des OS obsolètes, d'accord? En utilisant ce qu'ils appellent eux, de leur côté, les ESU. Alors historiquement, pour avoir des ESU, fallait souscrire auprès de Microsoft, payer des ESU chaque année et plus on avançait dans le temps, donc première année c'était un prix, deuxième année c'était plus cher, troisième année c'était encore plus cher, d'accord? Donc en gros, Microsoft vous incitait à passer très rapidement vers une version, supérieure de ces OS. Microsoft a ajouté une nouvelle option, pour pouvoir bénéficier de ces security updates, c'est de les enrôler dans Arc, d'accord? De payer la facture dans Azure, et de pouvoir effectivement, faire bénéficier à ces serveurs on-prem des extended security updates via Azure Arc. Alors le gros intérêt que j'y vois moi Nico dessus, c'est que comme tout service Azure, on paye à la consommation. Oui. Comme je vous ai dit en introduction, la machine avant, il fallait payer pendant 1 an le fait d'avoir des updates security, sauf que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au milieu de l'année ou au bout de quelques mois, on fait un upgrade de la machine virtuelle et puis, bah, c'est con, on l'a payé. Bah, là, en les enrôlant dans Azure, en fait, vous allez payer au moins le mois, les, security updates, puis, bah, vous commencez au mois de juin, si au mois de septembre, vous avez migré votre machine virtuelle, vous la sortez et du coup, ben, vous payez plus vos security updates. C'est tout simple, hein, il suffit en fait d'enrôler vos machines virtuelles avec Azure Arc, de souscrire côté Azure à des licences et automatiquement quand vous associez la licence à la machine virtuelle, bah, vos machines bénéficient des mises à jour de sécurité. Donc c'est une très bonne pratique, il faut le faire réellement. Il y a quand même une contrainte dessus, c'est il faut que vos machines on-prem soient couvertes par de la software assurance. Alors je vous laisserai vous Ouais. renseigner sur ce qu'est la software assurance, mais c'est quelque chose que vous payez en fait annuellement à Microsoft pour normalement bénéficier justement de les mises à jour et surtout de la capacité à upgrader vos OS. Donc passer par exemple d'un 2012 à un 2014, d'un 2014 à un 2016 et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une obligation. Si vous êtes en OEM par exemple sur du Windows Server, vous ne pourrez pas bénéficier de ça. Non, et puis c'est très intéressant ce que tu es en train d'expliquer. Ça veut dire que du coup, bah, les sociétés qui n'ont pas eu le temps, parce que
nous, dans la partie Azure, on est tout le temps sous l'eau, hein. Faut même la prod, le run, et cetera, on est tout le temps sous l'eau et on n'a Mmh. pas forcément le temps voilà, de pouvoir faire les migrations. Ça a aussi une question de coût derrière, acheter des nouveaux serveurs, faire un upgrade d'OS, Mmh. tout ça, ça a de l'argent et ce que tu expliques est vraiment très bien parce que du coup, on peut venir, faire, pendant un laps de temps parce que je crois que c'est pendant 5 3 ans que c'est valable? 3 ans? 3 ans normalement, mais oui, à voir s'ils vont étendre encore plus, mais ouais. Donc tu vois, c'est vraiment très bien et ça, c'est une bonne chose ce qu'a mis Microsoft, à disposition et d'ailleurs, je vois qu'on a une petite question de Kevin. Ça marche aussi avec des licences en abonnement? Seulement, s'il y a de la software assurance liée dessus. Voilà. Alors si tu parles d'abonnement, Kevin, sur la partie, du coup, Azure, dedans, automatiquement tu les auras parce que les machines dans Azure en 2012, elle bénéficiera des ESU. On parle vraiment des machines on-prem, hein, voilà. Mais, Oui, sur absolument. du on-prem, il faut avoir de la SA obligatoirement, software assurance couverture dessus, voilà. Donc, abonnement ou pas abonnement, il faut de la SA. Mmh, voilà. Eh ben, tu as très bien annoncé la chose. Ah et Alors on va passer à la tarification. avant J'allais la t'en parler. tarification, Nico, j'avais un petit truc, sur lequel on est passé, je pense qu'on n'a pas parlé, c'est la partie policy et compliance. Hem, Bien sûr. c'est une des features d'Azure aussi, c'est relativement intéressant. On n'a pas parlé beaucoup de gouvernance en fait, mais bien souvent et quasiment tout le temps dans Azure, quand on met des choses dans Azure, on met de la gouvernance en place. La gouvernance, c'est quoi? C'est des nomenclatures de nommage, c'est la capacité d'utiliser des tags pour pouvoir retrouver ses ressources ou pouvoir, faire du cost, estimation sur des tags. C'est aussi, voir si on est compliance avec, par exemple, un référentiel comme l'ISO 27001 ou des choses comme ça. Et ça, c'était natif, hein, dans Azure. Et donc tout ce qu'on mettait dans Azure, on pouvait se référer à tout ça et mettre des policies en place. Une policy aussi qui est pas mal, c'est par exemple le fait de dire, ben, pas d'IP public sur les machines virtuelles, d'accord? Mais bien On est sûr. c'est toute cette gouvernance-là, on pouvait le faire de manière, très simple côté Azure, et puis, bien souvent, on se disait: «Mais OK, alors avant, on avait des bonnes pratiques côté on-prem, maintenant il faut mettre des bonnes pratiques côté Azure et puis le boulot, on le fait côté Azure. Il est bien fait, il est bien, entre guillemets «scripté» côté Azure. Comment on en bénéficie maintenant sur nos infrastructures et c'est ce qu'on a, chez nous? Ben, via Azure Arc, en fait, vous pouvez aussi, du coup, bénéficier de toute la partie, policy et compliance d'Azure, sur vos machines qui seraient autre part. Non et c'est bien aussi tu peux les cibler, par exemple, avec la du coup, la partie tagging. Vous Mmh, mettez en place une policy qui va hériter, en fait, les tags, de la souscription, parce que vous êtes dans une multinationale et parce que vous souhaitez que, chaque serveur soit bien, déduit, du mmh. budget global à la fin de l'année, pas de problème. Le serveur physiquement, il n'est pas basé à Marseille, mais il est basé plutôt à Paris dans un grand data center, vous ne savez pas réellement à qui il est. Avec le tag, bam, vous savez réellement à qui c'est et vous pouvez du coup justifier du budget à la fin de l'année, quoi, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais voilà l'idée. Exact. VMware, c'était un sujet que tu voulais aborder, je crois, Rémi, ou qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on peut, hein, forcément, parce que c'est aussi intéressant. Bien souvent, on est, et moi le premier, je suis issu de la virtualisation on-prem, d'accord? Que ce soit du VMware ou de l'Hyper-V. Et du coup, enrôler ces hyperviseurs dans Azure Arc et du coup, de tout piloter via Azure, ça peut faire bizarre à des personnes qui ont l'habitude d'utiliser la virtualisation. On a de plus en plus de profils maintenant, on a de plus en plus de gens qui travaillent beaucoup côté Azure, d'accord? Mmh. Et qui vont y passer et qui préfèrent même presque travailler sur la console d'Azure et ben, remonter ces machines et ces ESX dans Azure Arc, ça permet aussi de gérer ça, donc gérer du provisioning de machines virtuelles, faire des upgrades, des choses comme ça directement dans la console d'Azure. Alors après c'est un choix, hein, personnel. Bien sûr, bien sûr. J'ai un cas d'usage que j'avais trouvé un peu sympa dessus. C'était un client qui me disait: «OK, on a toute la puissance d'Azure DevOps pour faire, du provisioning automatique de machines virtuelles. On fait des pipelines CI/CD, ça permet de provisionner des ressources dans Azure, d'accord. Mais comment je le fais sur du on-prem, en fait, sur mon VMware, en fait?» Donc, bon, on pouvait utiliser du Terraform, comme provider. On pouvait très bien effectivement le faire sur du on-prem. Et il me dit: «Ouais, mais moi je voudrais le piloter avec Azure parce qu'on met tout dans Azure». Ben voilà, bah, la boucle est bouclée. Entre guillemets, avec Azure Arc, on peut effectivement, faire du déploiement de machines virtuelles on-prem, en utilisant, des pipelines CI/CD dans Azure DevOps. Bah, c'est un cas d'usage, il n'est pas le plus courant, néanmoins il existe. Ouais.
Non, mais puis ce que tu dis encore une fois est très intéressant. On peut très bien, j'avais vu ça quand c'était encore en preview à l'époque, il y a maintenant, quelques mois, mais pareil, vous avez vos VM, en fait, l'idée d'Azure Arc, c'est de se connecter, en fait, à votre vCenter, si je me trompe pas, ou vSphere Mmh. et par la suite, en fait, vous pouvez arrêter, démarrer les VM, recréer des VM, allouer plus d'espace disque et cetera, depuis, en fait, Azure Arc et ça, c'était vraiment vraiment bien, bien fait. Un peu le même principe qu'avec Azure Stack HCI, mais voilà l'idée, quoi. On a une petite question. Est-ce que Azure Arc se connecte sur Promox VE? Très bonne question. Alors là, C'est pas c'est à c'est ma c'est c'est connaissance, hein. alors c'est une très bonne question. Du moment où on utilise un agent, de toute façon, est-ce qu'une machine virtuelle est déployée? Oui, forcément. Alors après, il ira pas administrer du Promox purement, mais je suis pas certain que Promox en tant que tel soit pris en charge. C'est à voir, c'est à voir. Hop, hop, on va vérifier ça de suite. Voilà, en même temps. Après, comme tu le disais, hein, du moment où Mmh. tu as une application, un serveur, avec du coup derrière qui fait tourner une distribution Linux ou parce qu'en plus je vois que c'est un environnement Ouais. open source, je pense que du moment il y aura pas de problème. C'est vrai que c'est un cas un peu atypique parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément en tout cas à ma connaissance, hein, c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. Mais je pense qu'il devrait pas y avoir de problème du coup. Ah, je vais vous transmettre le lien, hein, dessus avec les distribs supportés côté Azure Arc, voilà. Ah parfait, Kevin a a transféré un Reddit, nickel. Thanks. Alors, bon, voilà, on a évoqué ensemble les différents cas d'usage, on a vu ensemble un petit peu l'architecture globale, on a vu ensemble, plein de choses en fait, hein. Mais maintenant, l'idée va être un petit peu de parler prix, monnaie, comme on dit. Parce que bon, je pense qu'on vous a vendu un petit peu du rêve, ça c'est bien, c'est un petit peu notre job aussi. Mais, il faut aussi parler un petit peu budget, mais bon, je pense qu'on va avoir des surprises. Hop, hop là. Oui, merci. En fait, comme on vous le dit depuis le début, et ça vous l'avez sûrement compris, je pense, c'est que Azure Arc fonctionne essentiellement, voire qu'avec des extensions. Donc voilà, on revient sur le MMA qui est l'agent Log Analytics, on va revenir sur le Azure Monitor AMA, et puis encore plein d'autres extensions possibles et inimaginables dans le catalogue Azure. Mmh. Et en fait, ce sont ces extensions-là en fait qui vont être payantes. Autrement dit, par exemple, si je reprends l'exemple de l'agent Log Analytics qui va venir récupérer les logs, en fait, cette partie-là, vous allez forcément payer la partie Log Analytics Workspace. Vu que vous venez stocker des logs directement dans Azure, c'est cette partie-là qui va être en fait payante En fait, c'est même pas Azure Arc qui est payant en lui-même. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, à 18h42 le 7 mars, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça peut changer, peut-être. On verra. Et Exactement. et puis on a les ESU aussi forcément qui sont soumis, au paiement, Elles et sont qui font partie payantes. Ex Elles sont du calculées sur service. le nombre de cœurs, virtuels en grande partie, voilà, dedans. Conclusion, voilà, on est plutôt pas mal, 42. Ah, c'est beau. On a été bon, hein. Franchement Rémi, pas dire, mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? À part le fait que voilà, encore une fois, Azure Arc et ça Microsoft le dit à chaque événement, que ce soit, pendant les Ignite, que ce soit pendant les Microsoft Build et cetera, c'est le service qui va venir en fait, être démocratisé, au fur et à mesure dans les sociétés. Voilà, l'idée est très simple. Vous avez une infrastructure on-premise, pas de souci. On a Azure Arc qui va venir faire remonter tout ça dans Azure. Voilà. Aujourd'hui, Microsoft vous pousse en fait les clients de plus en plus vers ce service-là pour assurer donc une certaine hybridité. Et encore une fois, on a encore un débat qu'on n'a pas eu, mais sur la partie multi-cloud, est-ce que on est plus AWS, est-ce qu'on est plus GCP? Parce que encore une fois, les services comme Azure Arc sont également disponibles côté GCP et côté AWS avec des fonctionnalités différentes. Après, voilà, quelle est la tournure? Est-ce que c'est plus, je vais faire du multi-cloud? Est-ce que je vais faire, plutôt je reste full Azure parce que c'est, Microsoft, et rien d'autre? Ça peut être un débat ça aussi, pour le coup. Mmh. Je suis d'accord avec toi, Nico, réellement.
Ouais. Et moi, ce que je constate quand même, c'est de plus en plus effectivement l'utilisation d'Azure Arc, d'accord? Ça a eu un petit peu de mal à démarrer à mon sens, c'était déjà intellectuel et puis pour comprendre les intérêts, avec la Bien poussée des sûr. services, complémentaires côté Azure, de leur disponibilité plus simple, le paiement à l'usage côté Azure, bah, c'est tellement plus, «facile» entre guillemets de provisionner maintenant des services avec Azure et en faire bénéficier vos infrastructures on-prem ou d'autres cloud providers. Donc c'est, quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Moi, je vois mes équipes côté Azure, effectivement, font de plus en plus d'Azure Arc. Voilà, il n'y a pas une semaine où on ne déploie pas des agents Arc. Voilà. Il y a des scénarios avec des ESU, des scénarios effectivement avec de la supervision, et des scénarios avec de l'update management. Encore une fois, l'essayer, je pense que c'est à peu près l'adopter après à terme, C'est clair. malgré qu'il y ait un coût sous-jacent, mais de toute façon, tout produit un coût. On parle de l'update management. Je vous laisserai regarder le prix d'un Ivanti ou des choses comme ça, c'est pas gratuit, réellement. Et comme tu disais, Nico, après, il y a une question d'appétence aussi. On sait qu'il y a des produits concurrents, GCP a son produit aussi entre guillemets «d'edge» et d'hybridation. Néanmoins, quand on a de l'appétence et quand on travaille sur du Microsoft, que ce soit on-premise, et quand je dis du Microsoft, voilà, il y a rien de péjoratif, on peut faire très bien du Linux et de l'Azure par derrière. Effectivement, Arc est la bonne option. Après, on a beaucoup de c'est vrai que c'est des discussions qu'on a beaucoup autour de nous, comme par exemple, des clients qui viennent nous voir en nous disant: «Oui, mais moi j'aime bien, Amazon parce que mon service Amazon, tourne beaucoup mieux que sur Azure». Ça peut être un choix aussi, hein, ça peut être un choix, totalement, stratégique. Encore une fois, le multi-cloud aujourd'hui, c'est recommandé par les différents cloud providers. L'idée étant que votre infrastructure soit l'infrastructure idéale pour vous, en fait, j'ai envie de vous dire. Mmh. Donc là, c'est vrai que ben, avoir un Azure Arc derrière qui vient taper sur du qui vient taper sur du AWS ou du GCP, c'est vraiment très bien, quoi. C'est vraiment très bien. Alors, on va terminer juste sur quelque chose que je voulais vous montrer absolument. Ceux qui me suivent savent que j'en ai beaucoup parlé depuis ces derniers mois. C'est Azure Arc Jumpstart. En fait, Azure Arc Jumpstart, c'est la communauté en fait Microsoft, une communauté du coup un peu plus orientée open source, qui va venir mettre à disposition différents scripts, différents modes de déploiement pour venir tester les différents services. Vous voulez tester du Azure Arc et vous n'avez pas l'infrastructure disponible chez vous, eh ben, vous venez sélectionner en fait tout simplement ici le Jumpstart Arcbox et vous Mmh. avez du coup un déploiement, enfin vous avez une procédure en fait à suivre dans lequel voilà, ce sont des scripts PowerShell que vous allez devoir exécuter et par la suite vous allez avoir une VM qui va remonter dans Azure et ça sera en fait votre sandbox qui un peu c'est le bon terme, c'est un environnement bac à sable dans lequel vous allez pouvoir venir tester, jouer avec Azure Arc. Vous avez le cas également avec Azure Stack HCI qui est disponible ici aussi. Vraiment, moi je me suis régalé. Stack HCI, c'était un service que je ne connaissais pas il y a maintenant quelques mois. Au fur et à mesure, j'en apprends encore plus. Et c'est vrai que ça, mis à disposition par Microsoft et du coup par les équipes qui sont là-dedans, bah, c'est vraiment top. Je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup, pour le coup. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des questions? On est Alors dans les temps, alors 47, on est bon. Enfin, on a alors dépassé un petit peu, mais Kevin a posé une question, une vision de l'autre côté sur les déploiements d'Azure Arc sur AVS en France centrale. Alors ça tombe que Kevin, je le connais, hein. Je sais pourquoi, ah! eh ben, bien sûr, c'est ces questions. Ça envoie des pièges. Hem, dans tous les cas, déployer Azure Arc sur des machines virtuelles qui tourneraient dans VMware, oui. Bah oui, pas de sujet en fait. Tu pourrais installer l'agent, il y a pas de problème. De là, après à piloter tes ESX dessus, et puis la disponibilité en France centrale, hem, bah non, je suis pas encore dans le secret des limbes côté MS, j'ai pas les infos là-dessus, malheureusement. Ouais et puis pour le coup, il y a vraiment zéro info qui a fuité pour le moment, donc peut-être qu'on en saura plus à un moment donné. Qui sait? Écoute, on verra si Nico, il a le droit de nous dire des choses à son retour de Seattle ou pas. Ah, désolé, j'ai signé la NDA. Peux pas. Sorry. Du coup, écoutez, on est tout bon. Si vous avez pas d'autres questions non, mais tu peux le lier directement avec AVS. Ah! Ah! Kevin est joueur. Ce que je te propose, Kevin, bah oui, 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 je trouverais aussi la feature, la feature intéressante, mais ouais, non, pas pour le moment. Pas avec le service AVS en tout cas, voilà. Ouais.
Donc voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ceci va clôturer un petit peu notre session que j'ai d'ailleurs trouvé top. Enfin, j'ai adoré présenter ça avec toi, Rémi, hein, depuis le temps Eh qu'on ben en parle. pareil, plaisir Donc, partagé Nico. C'était donc c'était top. c'est super. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn. C'est vrai que j'ai pas mis Twitter, mais c'est vrai que Twitter, depuis quelques temps, c'est un petit peu fini, j'ai l'impression. X, ouais. Mmh. Ouais, voilà. Donc voilà, bon, LinkedIn, la chaîne YouTube. Rémi, dommage que tu n'as pas de chaîne YouTube. Je t'aurais bien mis. Non, bientôt et on verra. Peut-être je vais y prendre goût Nico, on sait jamais. Voilà. Ah, tu me fais plaisir là, tu me fais Mmh. plaisir. En tout cas, moi, je tenais à remercier à tous ceux qui ont Oui, assisté à ce live directement, et puis à tous ceux qui vont regarder la vidéo en replay, voilà, s'ils ne pouvaient pas se joindre à oui, nous, Nico. absolument. Ouais. Mmh. Tu fais bien d'en parler. La vidéo sera en replay du coup dès demain. Le temps de reprendre un petit peu tout ça et puis de la publier. De toute façon, on en fera part sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. Et puis on est pas mal. D'ailleurs, bah, du coup, oui, merci, comme a dit Rémi. Là, vous êtes 35 aujourd'hui à nous regarder, donc c'est super. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, Rémi, le dernier mot, je te laisse le dernier mot. Bah, écoute, moi, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde, voilà, la tête dans les nuages, d'azur, si possible. À très vite, voilà, et puis on verra avec Nico si on s'organise encore un petit sujet comme ça. J'ai beaucoup aimé et puis, belle fin de journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne fin de journée Ba plutôt. bye bye. Bye bye.